Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live, l'émission quotidienne du Vendée Globe proposée depuis les Sables d'Olonne. Alors bien sûr, dans quelques instants, nous irons prendre des nouvelles de la flotte, mais finalement, sur les océans ou sur Terre, eh bien, les conditions sont compliquées en ce moment. C'est tel que l'émission est exceptionnellement enregistrée aujourd'hui, ce 21 novembre, à 6 h du matin. La dépression hivernale Caténao, qui va traverser la France avec de très fortes rafales de vent, ne nous permet pas d'être en direct du village du Vendée Globe à 12 h 30. Alors avant que les rafales de 120 km/h ne touchent les Sables d'Olonne en milieu de journée, eh bien, nous avons donc enregistré l'émission ce matin. Alors quelle que soit l'heure de l'enregistrement, on va évidemment prendre des nouvelles des skippers et finalement à terre ou en mer, eh bien, à chacun son poteau noir. La preuve en image avec Clarisse Kremer, skipper de l'Occitane, qui arrivait hier dans le fameux poteau noir. Bon, aujourd'hui ça sent fort le roussi. On rentre dans le poteau noir et là le groupe Poney, on n'a pas beaucoup de chance. J'ai l'impression qu'il va pas être beau du tout. Souhaitez-moi bonne chance. Et il va falloir un peu de courage à Clarisse Kremer pour passer ce poteau noir. On y reviendra évidemment dans quelques instants. Aujourd'hui avec nous Julien Villon, le skipper remplaçant de Justine Métro, l'une des 6 femmes engagées dans cette 10e édition. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Ensemble, on va notamment faire on va revenir sur cette très belle course de Justine et évoquer aussi finalement votre lien à tous les deux. Et puis avec nous également notre consultant météo toujours, Étienne Zaïs. Salut Étienne. Bonjour Edwige. Aujourd'hui avec toi, on va revenir sur ceux qui vont bientôt partir du poteau noir si c'est déjà le cas et puis ceux qui y arrivent. Exactement. Allez, avant ça, Julien, on l'a dit, vous avez été notamment co-skipper, tu as été co-skipper avec Justine Métro, c'est-à-dire que vous avez navigué ensemble, notamment lors de la Transat Jacques Vabre, c'était il y a un an. Vous arriviez alors à l'époque à une très belle 6e place, c'était notamment sur le bateau sur lequel Justine a débuté ce premier Vendée Globe, son premier Vendée Globe. L'association était évidemment parfaite entre vous deux. En quoi finalement vous étiez complémentaires il y a un an ? Oui, c'est vrai que c'était une belle année pour nous, tout ce programme de double, la préparation et puis la Jacques Vabre. Justine et moi, on se connaît depuis quelques années maintenant. Elle m'avait à l'époque invité à faire un peu de Figaro avec elle. Et puis quand elle a démarré son projet Vendée Globe, elle est une des premières personnes je suis une des premières personnes qu'elle a appelées pour dans l'idée de l'accompagner dans la durée. Et je crois que c'était une bonne idée qu'elle avait dans la façon de structurer son projet, d'avoir un autre navigant avec elle qui puisse aussi la décharger sur pas mal d'aspects sportifs du projet. Donc finalement, au-delà du lien professionnel, on a un lien amical depuis tout ce temps avec Justine, mais ça m'a permis de l'accompagner sur les 3 ans du projet Teamwork et d'avoir une vue globale un peu partagée, ce regard de marin autour du projet et c'était vraiment super. Justement, puisque tu l'as accompagnée, tu vas continuer à l'accompagner puisqu'elle est avec nous, Justine, ce matin. Justine Métro, skipper Teamwork Team SNEF qui participe à son premier Vendée Globe. Justine qui fait une très belle course et à 6 h ce matin, elle pointe à une très belle 5e place. Bonjour Justine, on espère ne pas te réveiller à 6 h du matin. Non, j'étais réveillée, je viens de faire un petit changement de voile, donc dans le poteau noir, c'est pas facile de se reposer. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi la situation pour toi là? Tu es en train peut-être de sortir du poteau noir? Ouais, exactement, ça fait je pense qu'une heure que à peu près j'ai touché les vents du sud-est. Après, c'est pas impossible qu'on ait de nouveau quelques grains. J'ai Yannick Bestaven qui est juste à côté de moi. Et voilà, mais ça va plutôt dans le bon sens en tout cas. Alors finalement, le poteau noir, on en parle, nous, dans l'émission depuis quelques jours. Il y a les difficultés de la situation, mais finalement aussi, c'est parfois des bonnes nouvelles. Ça t'a permis notamment de prendre une douche. C'est ça aussi, le poteau noir. Il y a des bonnes et des mauvaises situations.
De toute manière, dans tous les cas, il faut essayer d'utiliser ce qu'on a. Donc ouais, là, c'est vrai que c'était impressionnant. Ce matin, il a vraiment pris non-stop des trompes d'eau pendant 2 heures. Donc voilà, il y avait vraiment le temps de bien se doucher. Des fois, dans le poteau noir, ça peut être un peu trop court les grains, mais là, c'était parfait. Justine, on a le deuxième Juju avec nous en direct. Julien, tu as peut-être une question évidemment pour Justine? Ouais, salut Juju. Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir en direct et de voir ce beau début de course. J'ai l'impression que tu prends beaucoup de plaisir à être sur l'eau. Ça me fait plaisir. Et puis bah voilà, je voulais savoir si tu t'éclatais bien, comment tu avais vécu ce poteau noir et si ça n'avait pas été trop dur. Ouais, je dirais que ça fait plaisir de t'entendre aussi. Ouais, non, je pense qu'on avait c'est plutôt pas trop mal passé pour moi. Je me suis rarement complètement arrêté ou très peu, donc ça va, on va pas se plaindre. Après, voilà, c'était assez actif, donc fallait être dessus, mais ouais, ça va, on s'en sort pas si mal. Je pensais qu'on y resterait un peu plus de temps. Étienne, peut-être aussi une question, notre consultant météo qui est aussi avec nous, Justine. Ouais, salut Justine. Bah écoute, déjà un très beau début de course. Hein. Félicitations, c'est vraiment chouette à suivre. Et moi j'avais une question un peu pour toi. Comment tu anticipes un peu la suite, notamment cette dépression le long du Brésil? C'est quelque chose que tu regardes dès à présent ou tu es encore très centré, très focus sur le poteau noir? Je commençais à regarder maintenant parce que vu qu'on est en train de sortir, faut que je regarde la suite et j'avoue que jusque-là, j'avais pas réussi à prendre le temps de le faire bien. Donc voilà, je vais m'y atteler maintenant et savoir un peu comment attaquer la suite, mais effectivement, ça n'a pas l'air tout simple. Justine, on t'a vu aussi dans certaines vidéos avec un casque pour qu'on se rende bien compte. C'est violent finalement dans le poteau noir? Pas forcément plus d'un poteau noir que ailleurs, mais bon, ma règle de fonctionnement, c'est un peu quand le bateau il va à 20 nœuds ou plus, je mets un casque, voilà, ça permet que si le bateau s'arrête brutalement ou si j'ai un choc, moi je suis pas protégé. Tu évoquais aussi, Justine, le fait d'être à côté de Yannick Bestaven et peut-être d'autres skippers. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rassure finalement? Ça permet aussi de regarder un peu ce que font les copains? Ouais, ça permet surtout un peu de s'étalonner. Alors des fois ça peut être positif et des fois il faut aussi réussir à pas trop regarder ce que font les autres. Donc voilà, je pense que c'est sympa quand il y a du monde autour parce que ça permet de se caler un peu de vitesse et puis ça permet de s'assurer sur les choix qu'on fait. Et puis des fois quand on est tout seul, ça permet de guider aussi d'une manière un peu plus libre, voilà, en se concentrant juste sur soi et sur sa stratégie parce qu'il y a pas de monde autour où les autres concurrents sont un peu trop loin, donc ne sont pas forcément dans les mêmes conditions que celles qu'on a nous. Alors, à l'instant, quand on t'a eu, tu nous disais que finalement tu venais de faire une manœuvre, parce que c'est aussi important de rappeler à ceux qui nous regardent que voilà, vous ne nous attendez pas, hein, vous continuez à naviguer pendant le live aussi. C'est quoi finalement cette manœuvre que tu as faite? Explique-nous. Oui, non, j'ai changé de voile d'avant, là, vu que le vent il rentre, pour essayer d'anticiper un peu plus la suite. Donc voilà, et profiter de le faire quand les conditions sont encore plutôt tranquilles. Mais voilà, il fait très pas mal d'énergie en tout cas. Donc c'est pour ça que je suis un peu toute transpirante, toute rouge, mais voilà, il fait, je pense, bien 30 degrés dans le bateau. Donc en sortie de manœuvre, on laisse en passer. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir pris du temps pour nous entre deux manœuvres. Dans une vidéo, tu nous demandais à te souhaiter bon courage. On va surtout te souhaiter bon vent, Justine, et surtout, eh bien, donne-nous des nouvelles. À très bientôt et merci, Justine, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. On vient d'avoir Justine et maintenant c'est peut-être le temps de faire un point course. Étienne, en effet, hein, parfois on a parlé des vents, beaucoup de vent. C'est une bonne nouvelle parfois quand les vents soufflent fort et ça va peut-être permettre aussi d'évoquer ce fameux record. Est-ce qu'il est enfin dépassé ce record, Étienne? Alors oui, on a eu la confirmation, donc c'est bien le record de Johan Richomme, 551 000.
d'accord, soit 22,9 nœuds de moyenne sur 24 heures. Et c'est vraiment qui récupère le record de Nicolas Hulven. On n'est qu'au premier tiers de course. Je pense que la barre va être encore montée. On a des vidéos où Johan Richomme taquine gentiment Nicolas Hulven et qui exprime sa joie. Donc voilà, c'est vraiment très chouette. Et voilà, et je pense que ce n'est pas le dernier record sur ce Vendée Globe. En tout cas, j'espère parce que c'est vraiment très intéressant à voir. Allez, on va poursuivre, Étienne. Alors, au niveau de la course, on va faire une petite animation 3D qui va bien résumer un peu ce que c'est que le poteau noir. Hein. On voit bien les bateaux qui vont arriver. Le poteau noir, il va se retrouver à peu près dans cette zone. Et là, on voit les bateaux qui vont s'arrêter. On voit derrière tous les bateaux qui arrivent. Et c'est vraiment ce qu'on explique depuis 2 jours, cette zone tampon et la question qui va arriver à s'en sortir rapidement. Sur les dernières informations qu'on a à 6 h ce matin, ce seraient les vulnérables Thomas Ruyant, Sam Goodchild qui arrivent à conserver leur place devant. Pour Ah, on qu'on peut puisse zoomer. un peu voir. Eh bien, tac, on va zoomer un peu plus. Certes, On va- il est tôt, hein, on le rappelle, l'émission est enregistrée à 6 h, mais donc Voilà. nos yeux sont peut-être pas encore bien ouverts, Étienne. Voilà, vous faites bien de me le rappeler. Donc du coup, on a Thomas Ruyant ici, Sam Goodchild qui vont arriver à sortir. On a Pip Haar aujourd'hui qui fait vraiment une belle remontée, qui va faire un beau poteau noir à confirmer avec la sortie. Un peu moins bien, qui va perdre un peu dans ce poteau noir, c'est Johan Richomme. Il peut se consoler avec son record. Charlie Dalin peut-être aussi. Globalement, c'est pas très grave. Hein. Il n'y a pas un gros retard de prix. Voilà, et ça va repartir après très vite. Justine Métro, les filles hein, quand même. On parlait de Pip Haar tout à l'heure. Justine Métro qui fait un super poteau noir. On a une très belle rentrée dans le poteau noir de Clarisse et Sam Davis. On va voir ce que ça va donner à la sortie. Pour le moment, c'est un peu ralenti, mais le poteau noir, c'est vraiment quand on est sorti qu'on peut juger si on a fait un bon ou un mauvais poteau noir. Donc on verra tout à l'heure. Quelqu'un, hop, qui est sur le côté ici, Jean Le Cam, et qui s'en sort pas trop mal. Et je pense qu'il fait il va faire un beau poteau noir. Là encore, à confirmer, on va voir. Et en parlant de Jean Le Cam, on va regarder. Il nous a envoyé une petite vidéo ici. Non, on va effectivement entendre Jean qui nous raconte un peu son arrivée dans le poteau noir, en effet. Maintenant, je vais vous faire un panoramique de la situation parce qu'on arrive dans le poteau noir. Clac, clac, clac. Donc là, c'est le bon côté des choses. Et là, vous voyez, là, c'est un peu ça, le poteau noir. Je ne vais pas rester longtemps parce que je ne sais pas si vous voyez, je suis sous spi et donc ça va se gâter. Mais alors, Étienne, dis-nous, c'est quoi un spi? Ouais, j'étais un petit peu pressé pour en parler. Le spi, c'est cette voile, ce qu'on appelle une voile d'avant qui est à l'avant du bateau. C'est une voile qu'on va utiliser dans les vents légers et surtout quand on a le vent dans le dos, dit vent arrière. C'est une voile qu'on va retrouver essentiellement sur les bateaux à dérive. Les foilers sont plus équipés d'un grand génaqueur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une voile qui est très légère. Et c'est pour ça que Jean, il dit « je vais ranger ma voile, ça va se gâter » parce que c'est ce qui illustre aussi toute la soudaineté du poteau noir. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un vent léger, comme Jean dans la vidéo, et d'un coup avoir 30-35 nœuds de vent, ce qui fait que cette voile très légère et aussi très grosse pourrait exploser, éclater, et à ce moment-là, Jean n'aurait plus de grand spi pour le reste de son Vendée Globe. Donc c'est vraiment aussi ça le Vendée Globe, c'est préserver son matériel pour pouvoir faire le tour du monde en entier avec toutes ces voiles. C'est vraiment un enjeu, et ça, c'est pas que pour Jean et c'est pas que pour le grand spi. Garder toutes ces voiles sur toute la course, c'est vraiment quelque chose de très important pour les marins. Merci, c'était très clair, Étienne. Julien, tu es évidemment encore avec nous. On va le rappeler, hein, tu es donc co-skipper de Justine Métro. Tu as également aussi participé 2 fois à la Solitaire du Figaro et au Tour de Voile avec 3 victoires. C'est quoi finalement ton regard d'expert finalement sur ces 10 premiers jours de course? Que ces 10 premiers jours ont quand même été bien intenses pour tout le monde. Ça a été dense. La première partie avec la descente du Golfe et surtout l'accélération du vent au Cap Finistère avait déjà donné un rythme assez ambiance Figaro justement. Je crois que c'est Charlie qui parlait de ça et que tout le monde était parti le couteau entre les dents et on n'avait pas vu beaucoup de gens ménager leur monture dans la descente dans la brise, mais néanmoins c'était quand même mieux que de partir dans du vent fort au près. Et puis après, il y a eu cette semaine quasiment
de situations compliquées avec, entre Madère et puis jusqu'à toucher enfin l'Alizé au niveau du Cap-Vert, qui était lié à un vieux front qui se désagrégeait dans la zone où normalement on trouve de l'Alizé et qui a rendu le vent assez aléatoire sur cette zone-là. Donc il y avait une stratégie globale qui était de se décaler dans l'ouest, mais localement c'était très très instable. On a vu pas mal d'aléas dans les trajectoires des bateaux. Non, c'était quand même très intense. Je pense qu'ils ont tous beaucoup donné, même si la vie à bord depuis une semaine est relativement agréable. Et ça, c'est toujours bon à prendre en IMOCA. C'est ça, parce que ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Alors Julien, tu évoquais à l'instant Charlie Dalin. Et bien justement, on va prendre de ces nouvelles. On va rester donc dans le top 10 avec Charlie Dalin, skipper massif santé prévoyance, qui nous raconte son poteau noir. Sur les cartes, j'avais repéré un beau petit couloir pour passer entre deux grosses masses nuageuses et en fait il y a une nouvelle qui s'est créée pile au-dessus de moi, au-dessus de nous. Et voilà, donc on a pris un peu cher dans les carreaux dès le début. C'est un peu ça le problème du poteau noir, c'est comme dit Jean-Yves Bernot, c'est essayer de prédire où est-ce que la prochaine bulle de vapeur va se créer au fond de la casserole. Voilà, le pause ça commence à suffire là, il est temps d'en sortir et de passer à la suite des OP parce que les systèmes météo là, c'est comme le train, hein. Quand c'est l'heure de partir, c'est l'heure d'y aller, ils y vont, donc voilà. La priorité numéro 1 là, c'est vraiment de récupérer, d'essayer d'accrocher ce système de vent qui va nous pousser vers le sud-est. Et reste à savoir à quelle heure partira le train. En attendant, on va profiter des images de nuit parce que ce sont des images assez rares. Et c'est Louis Duc qui nous les envoie. Louis Duc, skipper 5 Group Lantana Environnement, qui nous fait donc partager sa nuit. On va vous laisser profiter de ce calme avant la tempête et juste avant le point météo. Et puisqu'on parle de tempête, en effet, Étienne, ça donne quoi dans ces prochaines heures? Raconte-nous. Alors. Et c'est peut-être d'ailleurs même Benjamin qui va nous dire ce que ça donne effectivement dans ces prochaines heures. Benjamin Dutreux, skipper Guyot Environnement Water Family, qui nous explique ces prochaines heures. Écoutez-le. Toujours du cap au sud pour essayer de retrouver une dépression qui normalement devrait pouvoir nous amener jusqu'au sud de l'Afrique assez rapidement. Donc il ne faut pas traîner. Et en effet, il ne faut pas traîner, Étienne. Et oui, il ne faut pas traîner. Je pense que Benjamin illustre bien. Benjamin Dutreux, hein, on le voit ici, il est dans le poteau noir. Je fais juste un petit rappel quand même sur le vent, les couleurs de vent. Ce que je dis, c'est une habitude pour nous les marins, mais c'est vrai que tout ce qui est bleu foncé, c'est vraiment il n'y a pas de vent. Dès que ça devient vert, on a à peu près une quinzaine de nœuds, soit 30 km/h à peu près. Et dès que ça devient orange, jaune, rouge, là, à ce moment-là, le vent est plus important. On verra ça dans le Grand Sud. Step voilà. by step. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Benjamin? En fait, au niveau de la météo, sur l'ensemble de la course, on a quand même une grande majorité de la course qui est dans le poteau noir actuellement. On a les premiers qui sont en train de sortir, ça on l'a vu au point course. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas de vent. On a l'arrière de flotte qui rentre dans le poteau noir. Ça va être un poteau noir moins actif que ce qu'ont eu les premiers. Voilà. Et ensuite, ce dont parle Benjamin, c'est ici. C'est l'image numéro 7. Alors, ça c'est pour le poteau noir. C'est vraiment pour illustrer, hein, on l'a vu hier, sur ces nuages-là, sur les activités nuageuses, vraiment là où c'est rouge, c'est vraiment il y a de l'activité. Et dès que les zones grisent un petit peu, c'est là où on a les sorties. Là, on voit les premiers qui sortent et on voit l'arrière de flotte ici qui va rentrer dans ce poteau noir. Et donc, maintenant, on va parler des routages. Les routages, c'est quoi? Ça va être une prévision de la route, c'est-à-dire qu'on va télécharger des fichiers de météo, qu'on va faire tourner avec l'ordinateur et qui vont nous donner une estimation de où on va être dans 24-48 heures. Et ça, peut-être qu'on pourra poser une question à Julien Villon, par exemple, qui est très calé là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est quoi ce dont nous parle Benjamin? Si on regarde bien, ici, on va arriver sur la pointe du Brésil samedi. Et on voit ici, il y a une tache un peu jaune-orange. C'est une dépression dans l'hémisphère sud, donc qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est vraiment ça. Il faut considérer cette tache orange ici, et notamment avec des vents de nord ici, comme un train. C'est vraiment un train à prendre pour les leaders, et je dirais, et aussi pour le groupe de Benjamin. Et c'est pour ça qu'il veut aussi se dépêcher pour prendre ce train-là, parce que c'est vraiment un train qui va amener toute la flotte en Afrique du Sud. Il faut vraiment bien comprendre que cette fin de semaine, il y a un vrai enjeu pour les poursuivants de la flotte, pour prendre ce vent-là et aller directement
en Afrique du Sud, ça ferait gagner énormément de temps. On peut prévoir vraiment une coupure entre la tête de flotte et les poursuivants. Donc c'est vraiment pour ça qu'il y a beaucoup de travail pour ces poursuivants. C'est ça. Alors justement, Julien, on le disait à l'instant, hein, tu es un navigateur très complet et notamment expert météo. Alors justement, sur le routage, finalement, ça semble simple avec un routage. Eh ouais, quand on regarde ça sur un ordinateur, c'est toujours plus simple. On se dit, il n'y a qu'à suivre le trait sur l'ordinateur et puis et tout va bien se passer. Mais on oublie souvent que ce qu'on utilise, ce sont que des prévisions, que la météo, même si elle est de plus en plus précise, ça ne reste qu'une prévision et qu'il y a forcément toujours un petit écart avec la réalité, ce qui donne des différences de timing sur l'eau et puis des différences tout bonnement dans la force et la direction du vent et le déplacement des systèmes météo. Donc c'est là que les compétences du marin et du stratège doivent intervenir pour s'adapter justement à ces différences et se recaler en termes de stratégie. Un routage effectivement interdit, hein, évidemment pendant le Vendée Globe, un routage extérieur effectivement. L'essentiel c'est le marin à bord. Et justement on va continuer à parler du routage mais cette fois en virtuel, c'est la chronique Virtual Regatta. Vous êtes près de 500 000 à participer à Virtual Regatta, à la course virtuelle du Vendée Globe. Alors, et comment ? Eh bien, comme les skippers, vous aussi, vous êtes à poursuivre et à justement regarder ce routage. Eh bien, on va en savoir un peu plus avec notre chroniqueur Sébastien. Salut Sébastien, tu es avec nous évidemment. Alors justement, on le disait, les participants sur Virtual Regatta peuvent profiter d'un routage. Oui, bonjour, tout à fait, c'est ça. Bonjour à tous. Oui, exactement. Là, en ce moment, sur Virtual Regatta, il y a justement l'option Ouest et l'option Est qui commencent à se rapprocher. On est en train de se demander, voilà, qui va arriver en premier. Et c'est vrai que sur Virtual Regatta, on a accès à un routage. Alors, je vous avais parlé dans une autre capsule du routage qui est intégré au jeu, mais aussi on a un autre routage officiel, voilà, qui est extérieur au jeu. Je vous le montre tout de suite et qui va vous permettre justement de faire exactement ce qu'on vient de faire là pour la course en réel, c'est de comparer en fait la trajectoire de deux bateaux. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris deux bateaux qui sont un petit peu bien positionnés sur l'option ouest et sur l'option est. Et comme ça, on peut s'amuser à regarder ce qui va se passer dans plusieurs jours. Et on constate que l'option ouest est quand même un petit peu favorisée pour l'instant. Évidemment, la course n'est pas terminée, mais voilà, c'est quand même super intéressant de voir ça. Et donc, vous pouvez aussi faire ça avec les bateaux de vos amis. Mais alors, ça semble être un outil magique. Est-ce que c'est finalement pareil que dans le réel, l'humain avant tout ? Ah, effectivement, c'est un outil indispensable si on veut performer, mais le souci, c'est qu'il faut savoir l'utiliser, il faut savoir aussi le comprendre, et donc ça va être là toute la subtilité entre ceux qui vont juste un petit peu le suivre aveuglément, ce qui peut mener à de grosses erreurs, et ceux qui vont vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il nous dit, quelle information il nous donne, et comment on va l'utiliser, et c'est ce qui va déterminer, on va dire, le bon et le mauvais joueur. C'est ça, vivement l'avenir. Merci beaucoup Sébastien pour cette chronique à 6h du matin. Et vous l'avez compris encore une fois, c'est l'humain avant tout, en virtuel ou en réel. Merci aussi beaucoup à toi Julien d'avoir été avec nous à l'occasion de cette émission exceptionnellement enregistrée à 6h. Merci de t'être levé tôt. Dès demain, l'émission sera à nouveau en direct depuis les Sables d'Olonne à 12h30. N'hésitez pas à venir évidemment nombreux en public. Et derrière les écrans, merci aussi à vous d'être toujours plus nombreux. On se retrouve donc, vous l'avez bien compris, demain à 12h30 en direct cette fois depuis les Sables d'Olonne. Alors on va terminer avec d'autres images. On a débuté en début d'émission avec Clarisse Kremer qui arrivait dans le poteau noir sous un grain. On termine sous le soleil avec son compagnon également engagé dans cette 10e édition. Et autant dire qu'avec Tanguy Le Turquet sur l'IMOCA Lazare, ça chante au rythme du mystère abyssal du groupe Ma Petite Lucette. Nous aussi, on va peut-être chanter pour espérer revoir le soleil. À demain et regardez, profitez et pourquoi pas chanter avec Tanguy. Ça manque un petit peu d'ambiance sur ce bateau, non ? On va remédier à ça. À l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On
On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt. On a largué les amarres. On a navigué jusqu'au trou bleu, guidé par le sonar.